Mais c'est la liberté du voyage. Tu rigoles ou quoi? Est-ce que c'est sain tout ça? Non mais c'est fou ça quand même. T'es malade ma pauvre. L'amitié c'est un socle. C'est une émotion. Je crois que c'est trop difficile en fait. Mais c'est pour ça que c'est important l'amitié. Vas-y, on se dit quoi? Bienvenue à tous dans On se dit quoi, un podcast où on explore différents thèmes, questionnements et situations de la vie au travers de l'amitié, avec légèreté et sérieux, doute et conviction, mais surtout avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On se dit quoi, un épisode où on va élaborer un petit peu le thème de la maladie. Ça va être un épisode un petit peu particulier parce qu'il va prendre la forme plus d'un retour d'expérience, voire d'un témoignage de la part de Lucie. Et de là, on va un petit peu tirer des ficelles autour de différents thèmes, et notamment le thème de l'errance diagnostique. On s'est dit que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant parce que ça peut toucher certaines personnes, et le fait d'avoir ce type de retour d'expérience, ça peut faire écho et potentiellement aider à se questionner sur sa propre situation. Dans la première partie de ce podcast, on a un petit peu développé et expliqué la maladie de Lucie, comment elle a été diagnostiquée, comment elle l'a vécue, comment je l'ai vécue, un petit peu tout ce qui tourne autour de cette maladie. Et dans la seconde partie, on fera un petit peu le lien justement entre la maladie, l'amitié et comment les deux ont pu être liés dans notre expérience, en espérant que ça puisse vous parler et vous intéresser. Pour démarrer cette première partie, est-ce que déjà tu as envie d'expliquer un petit peu comment ça a démarré et comment ça a évolué un petit peu tout au long, juste pour que les auditeurs puissent se repérer un petit peu. Ce qu'on va raconter, ça a duré à peu près de 2017 à 2024, à peu près le diagnostic réel en 2024. J'ai un peu spoilé la fin, mais, mais voilà. Donc ça a commencé en 2017 avec des symptômes assez mineurs. C'était en fin de journée des fourmillements dans mes doigts, tout autour de ma bouche, dans ma langue. Et en fait, voilà, ça a duré quelques temps où j'avais vraiment que ces symptômes. C'était pas hyper gênant dans ma vie de tous les jours, mais je sais que déjà, je commençais à me poser des questions parce que j'en avais un peu marre de ressentir en fait cet état-là en fin de journée. Et du coup, ben, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même aller consulter un médecin. Et donc le médecin m'avait fait, voilà, m'avait posé des questions sur ben, mon hygiène de vie, etc. Je lui ai dit qu'à l'époque, ben, je travaillais, que je buvais quand même pas mal de café, etc. Il m'avait fait faire des prises de sang et un électrocardiogramme, justement pour observer un petit peu l'activité du cœur, parce que j'avais l'impression que aussi pendant les fourmillements, j'avais des palpitations au cœur, que tout s'accélérait un petit peu. Donc tout était normal. Donc voilà, lui m'avait dit bah voilà, c'est peut-être le stress parce qu'effectivement voilà, je suis une personne quand même assez stressée, assez angoissée, donc peut-être que voilà, l'état de stress procurait ces symptômes-là. Donc ça s'est un peu arrêté là. Et donc ce qui aidait dans ces moments-là, c'est en fin de journée quand je me sentais un peu fébrile, je buvais un petit verre de coca et j'avais l'impression que ça allait mieux. Donc voilà, ça a duré quand même pendant quelques temps, voire quelques années, jusqu'aux alentours de 2020-2021 où on va dire que les crises sont arrivées. Donc mes crises, en fait, c'était des moments où petit à petit, je comprenais plus rien à ce qui se passait autour. Voilà, j'ai un souvenir de, j'étais en train de regarder la télé avec notre coloc et amie Laurette, et en fait, je comprenais rien. Enfin, je voyais que les mots, enfin, je comprenais chaque mot, mais je comprenais pas l'essence même de la phrase et qu'est-ce qui se passait. Et il y a eu plusieurs crises comme ça, mais en fait, c'était encore tellement ponctuel qu'on n'y a pas vraiment prêté d'importance dans le sens où même moi, je pense que je ne verbalisais pas ce qui se passait réellement. Voilà, je gardais un peu tout pour moi. Vous avez remarqué, je sais qu'on en parlait, mais voilà, c'était pas non plus encore un vrai sujet. Moi, c'est une période où je travaillais beaucoup dans des horaires, avec des horaires décalés, et du coup, j'avais pas accès, enfin, j'assistais pas vraiment aux crises. J'avais ton retour, mais Mm. j'assistais pas vraiment à ce qui se passait ou à ton changement, quoi. Oui, voilà, et puis à ce moment-là, c'était voilà, des petits moments d'absence où même moi, je pense que sur le moment, l'état de ne pas comprendre est hyper angoissant, mais une fois que c'était passé, j'y prêtais pas plus d'importance que ça. Pour donner d'autres petits exemples, ça t'est arrivé de pas savoir à quoi servait un ventilateur. Mhm. Ça t'est arrivé une fois de rentrer du travail en trottinette électrique et de te prendre une voiture qui était à l'arrêt avec quelqu'un à l'intérieur et de continuer ta route comme si de rien. Ou de conduire avec une collègue à toi où t'étais dans un état euphorique. Et donc je pense que tout ça, c'est symptomatique de tes crises, c'était quand même assez dangereux. Mais finalement, même quand tu nous le racontais, tu amoindrissait un petit peu ce qui se passait parce que je pense aussi qu'il y avait un espèce de sentiment de honte et d'incompréhension, et donc il y avait une forme aussi un peu de déni qui s'installait où tu voulais pas inquiéter, où toi-même tu savais pas trop, donc il y a tout ça qui se mélangeait et qui réduisait un peu la gravité de ce qui se passait réellement.
Ouais, totalement, effectivement. Déjà, effectivement, d'expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est toujours hyper difficile. Mmh. Et puis en plus, il y a ce côté où bah, t'es dans un moment de vulnérabilité, où tu te sens faible. Et donc c'était hyper compliqué pour moi d'admettre que là, ça n'allait pas, qu'il y avait quelque chose dans mon corps, dans mon cerveau qui n'allait pas. Et de l'admettre et de vivre avec. Et enfin voilà, c'était hyper déstabilisant. Mais du coup, en fait, au fur et à mesure, les crises aussi se sont un peu plus rapprochées et les symptômes étaient un peu plus graves, un peu plus contraignants effectivement à la vie de tous les jours. Et donc c'est vraiment en fin 2021 où voilà, il commençait à avoir de plus en plus de crises, des crises avec des symptômes inquiétants. À une période, je faisais des extras dans l'endroit où Camélia travaillait et du coup, il y a toujours cette pression. Enfin, moi, je trouve en tout cas cette pression de si tu vas travailler dans un endroit où tu as été recommandé, ou voilà, et tu connais quelqu'un dans l'établissement, ben, tu as toujours un peu de pression, tu as envie de faire bonne impression, justement. Et du coup, je me souviens que pendant les services, donc c'était quand même un travail assez physique. Et là, je me souviens que c'était mes yeux qui commençaient à bugger un peu. J'y voyais double, j'y voyais flou. Fallait que je ferme un œil pour voir. Enfin, c'était assez compliqué de continuer. Je sais qu'à l'époque, Camélia et sa responsable m'avaient demandé voilà, de prendre une pause. Mais même là, à ce moment-là, c'était hyper difficile pour moi de dire, ben en fait, oui, c'est vrai que ça va pas, faudrait que je me pose. Genre, c'était inimaginable pour moi de prendre une pause, sachant que, encore une fois, non, tout va bien. Tout allait Ouais, bien. il y avait ce déni et je me souviens que moi tu m'écoutais pas. C'est quand un responsable est venu te voir que t'as accepté de prendre Mmh. une pause, mais parce qu'il y avait ce truc où tu voulais bien faire et tout. Et du coup, ben, au fur et à mesure de la soirée, ça allait de mal en pis. Et, je suis tombée une première fois, que j'ai bien caché à tout le monde. Et après, je suis tombée une deuxième fois, où là, vraiment, enfin, j'étais en plein milieu de la salle, donc je pouvais pas cacher. Et puis en plus, voilà, je sentais que mon corps ne me tenait absolument plus. Je suis pas tombée dans les pommes en mode dans le coma, et voilà. Mais rien que ça, pour moi, c'est inimaginable de tomber à terre et d'être mal au point que tu es à terre et tu peux plus te relever ou tu as du mal à te relever. Et je sais qu'aussi, il y avait cet effet de tout le monde, d'un coup, t'as toute l'attention sur toi. Je trouve qu'à gérer, c'est terrible, parce que déjà, t'es pas bien, et en plus, t'as toute l'attention, et l'attention est bienveillante, hein, mais c'est plus le côté où t'as l'impression de devoir te justifier, dire ce qui se passe, mais en fait, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, en fait, c'est très compliqué. Et ça met en exergue une forme de vulnérabilité que je pense que dans plusieurs domaines de notre vie, on cherche de manière consciente ou inconsciente à cacher notre vulnérabilité. Et là, c'est ton corps qui te Mhm. laisse plus le choix en fait de te montrer vulnérable à l'autre. Et je pense que ça a dû être hyper compliqué pour toi. D'autant plus que toi-même, t'étais dans le déni, tu voulais le cacher. À chaque crise, il y avait ce truc de faire semblant et de montrer que tout va bien. Enfin, auprès de tout le monde, t'essayais de garder la face, en fait, même quand t'étais en crise. Et donc là, le Mhm. fait que ton corps te lâche devant tout le monde, je me souviens que ça avait été hyper compliqué pour toi, ouais. Ouais, c'est ça, c'est admettre en fait que, je veux dire, admettre que t'es faible, mais admettre que t'es pas bien, il y a quelque chose qui se passe qui est pas bon en toi, mais effectivement, t'as pas envie de l'admettre, et je pense aussi pendant les crises, donc c'est des crises où vraiment je me dissociais, enfin, je dissociais la réalité dans laquelle je vivais, j'arrivais plus à comprendre ce qui se disait, etc. Mais voilà, j'essayais d'esquisser des sourires, ou je sais pas, faire semblant en fait que tout va bien. Et je pense qu'effectivement, cette technique marche plutôt bien auprès de ceux qu'on côtoie, des collègues, etc., des gens qui ne te connaissent pas vraiment, mais voilà, auprès de tes amis, je pense que c'est beaucoup plus difficile de le cacher, mais voilà, il y avait toujours cette volonté de faire semblant que tout va bien, et que voilà, il y a pas à s'inquiéter en tout cas. Et je pense que nous, on se connaît tellement bien aussi, parce qu'on vit ensemble, etc., Mmh, que la moindre différence, on la remarque. mmh, Et du coup, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est impossible, en fait, de faire semblant que tout va bien. Et justement, je précisais que moi, je travaillais beaucoup à cette époque, donc je t'avais pas vu dans ces états jusqu'à cette fois-là, où j'étais en mode, ok, là, il y a vraiment un truc qui va pas. Et d'ailleurs, il y a eu vraiment une situation décisive à cette même période, donc juste après que tu aies travaillé avec moi, où il y avait ma mère qui était présente. mmh, Et en fait, c'était une soirée où donc moi je rentre du travail et je demande à Lucie de gérer un truc et quand je reviens, je lui pose la question et en fait sa réponse était complètement à côté de la plaque et je me dis bon ok bizarre mais à la limite elle a pas compris et tout et puis on commence à manger avec ma mère et là ma mère raconte une histoire, une anecdote qui était un peu drôle et je vois que Lucie, elle réagit pas du tout. Et plus qu'elle réagit pas du tout, elle regarde la télé, elle regarde ses doigts, enfin voilà, vraiment, elle est pas concentrée avec ce que dit ma mère. Et ce que je trouve hyper bizarre, parce qu'en vrai, je connais Lucie, je sais que même si elle s'en foutait au plus haut point de ce qu'on était en train de lui raconter, elle ferait au moins semblant, par adaptation sociale, on va dire. Genre, t'as des compétences sociales qui font que
tu vas faire un fou rire ou que sais-je, quoi. Et là, vraiment, elle calcule pas ma mère. Genre, elle regarde la télé et tout. Je dis, ah, mais qu'est-ce qu'elle me fait qu'est-ce qui se passe? Donc, je trouve ça hyper bizarre. Ma mère, je vois qu'elle continue son histoire, voilà. Arrive la fin de l'histoire, mais une histoire simple, hein, et aucune réaction. Alors que c'est une histoire drôle, quoi. Avec une chute et tout. Avec une chute drôle et tout, aucune réaction. Et du coup, je dis à Lucie, t'as compris? Elle me dit oui, oui. Je dis, mais qu'est-ce que t'as compris? Ah non, j'ai pas compris. Donc je lui réexplique très brièvement. Elle me dit, ah ouais, d'accord. Et en fait, je vois qu'elle a pas compris. Donc je me dis, ok, bizarre. Donc on continue à regarder la télé. Là, je me dis, vraiment, c'est chelou. Et d'un coup, elle me regarde avec un regard que je ne connais pas, un regard vide. Et là, ça m'a fait un petit peu paniquer. Et d'un coup, elle me fait un rictus sur un côté et elle fige, comme si elle était paralysée. Et elle me regarde comme ça avec un regard vide et le rictus figé. Et là, je me dis, putain, mais en fait, elle fait un AVC. Et donc là, j'ai eu un mouvement de panique. Je dis, mais ça va? T'es sûr que ça va et tout? Bon, réaction peut-être pas adaptée, mais j'ai eu peur, en fait. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et donc je la rassure, etc. Et puis on se pose, et donc elle continue à manger, et on regarde la télé, et je vois que elle est pas trop avec nous, ma mère et moi on commence à être pas très bien, et puis au bout d'un moment ça va mieux. Et donc de là, c'est la première fois où on a eu une vraie conversation, toi et moi, où j'étais en mode, mais en fait c'est pas possible, là ça va trop loin. Et en fait, toi, de ton point de vue, ce jour-là, tu comprenais rien en fait à ce qui Ah se ouais, passait. ouais, et puis en plus, il y a toujours ce truc de faire semblant. Et là, le fait qu'elle me questionne, genre, t'as compris? Oui, mais qu'est-ce que t'as compris? Mais du coup, faut apporter une réponse, mais en fait, j'avais rien compris, donc je peux pas faire semblant, je peux pas raconter quelque chose que j'ai jamais compris, en fait. Et donc, je pense que là, j'étais en mode, ah ben là, je suis sous les fraudes de projecteurs, elle a compris que j'ai rien compris, enfin, c'était affolant, et je pense qu'effectivement, de ressentir aussi la peur, enfin, la peur et la panique venant de Camélia, moi, ça m'a aussi beaucoup, je pense, ça m'a touchée, ça m'a fait peur, et Et, donc voilà. et ça a mis en lumière aussi ce que tu te cachais à toi-même aussi, Oui, tu vois. oui, Ce truc de, ok, là, je suis percée à jour, donc moi-même, je suis obligée de sortir de mon déni, il y a un oui. truc qui se passe, quoi. Et du coup, on a eu cette conversation où je lui dis, mais là, en fait, c'est pas possible. Là, il n'y a pas de question. C'est rendez-vous chez le médecin direct. J'ai eu une conversation avec ma mère juste avant ou juste après, je sais plus, où ma mère me dit, mais en fait, là, c'est pas possible. Ma mère, elle pensait carrément à une tumeur au cerveau, vu ce qu'on venait de vivre, quoi. Mm. Donc ouais, il y a eu ce moment un peu décisif où moi, je t'ai plus laissé le choix et je t'ai dit, maintenant, c'est rendez-vous chez le médecin. Il n'y a pas de question à se poser, en fait. On fait ça et point. Et je pense que toi, c'est aussi un truc que tu repoussais parce que un peu dans le déni de ce qui se passait. Et je pense que c'est hyper difficile de pas se reconnaître, en fait, de pas arriver à comprendre ce qui se passe autour sans comprendre pourquoi. Oui, je pense qu'il y a aussi, enfin encore une fois, moi j'ai jamais fait trop attention à ma santé parce que tout allait, parce que j'ai eu la chance que tout allait bien. Et donc il y a aussi cet effort-là de devoir écouter son corps et faire attention à son corps et entendre ce que ton corps dit. Et chose que je ne faisais absolument pas au début, c'était en mode ah oui, c'est passé ça. Et littéralement 15-30 minutes après, j'y pensais plus du tout. Et enfin voilà, c'était pas non plus un truc où j'y pensais tous les jours à qu'est-ce qui se passe chez moi et tout. Enfin vraiment pas quoi. Ah non, t'arrivais bien à le mettre sous le tapis. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et donc après tout ça, effectivement, j'ai repris rendez-vous avec mon médecin traitant. Et donc j'ai tenté de lui expliquer les symptômes, mais toujours avec beaucoup de difficultés parce que je trouve que c'est toujours hyper difficile de pouvoir se faire comprendre auprès d'un médecin. Et du coup, donc voilà, j'ai essayé de détailler ce qui m'arrivait. Et donc, elle m'a dit qu'elle suspectait potentiellement une épilepsie. Et en ce sens-là, qu'il fallait que j'aille faire une hospitalisation. Enfin voilà, elle m'a fait une lettre pour que je me fasse hospitaliser pendant quelques jours, justement pour aller vérifier tout ça. Et je me souviens que même à ce moment-là, pour moi, c'était la panique, parce qu'à ce moment-là, j'avais des responsabilités au travail, je pouvais pas tout quitter, parce que c'était vraiment là, du tout jour au lendemain, ah, trop bonne nouvelle, ils ont une place dans 2 jours. Ben non, en fait, moi, il faut que je me prépare. Enfin, c'était hyper violent, quoi. Et puis je pense que c'était aussi une manière pour toi de mettre tout ça de côté et de dire je veux pas m'en occuper en fait. Enfin tu vois, Mmh. c'était mieux quand c'était sous le tapis, il Ouais, l'essuie-era voilà, c'est quoi. ça, j'ai pas envie de savoir, en fait. Et donc, je fais cette hospitalisation. Donc, ça se fait dans un cadre où je fais un électroencéphalogramme. Donc, c'est des petits capteurs qu'on positionne sur le crâne pour mesurer en fait les réactions chimiques qui se passent dans le cerveau à tel moment, etc. Et donc, c'était quand même dans un cadre où j'étais toute la journée au lit. Les filles m'amenaient des petits snacks à droite à gauche. Et en fait, au bout de 3-4 jours d'hospitalisation, il ne s'est rien passé. Rien de suspect qui a été mesuré. Et donc je repars de là avec
la neurologue qui dit bon bah si jamais il y a d'autres crises qui se passent, filmez les crises et puis on en reparlera. Et donc la vie suit son cours. Encore une fois, c'était pas non plus des crises qui se passaient tous les jours, mais effectivement c'était quand même de plus en plus fréquent et de plus en plus entre guillemets grave quoi. Et donc un soir, on était en train d'organiser quelque chose avec les filles et donc il y avait une histoire de calendrier. Et c'est vrai que, j'allais dire même à l'heure actuelle, c'est fou, mais dans le sens où, en fait, j'étais jamais là, donc je pourrais pas m'en souvenir. Mais effectivement, il y avait une histoire il fallait que je sache à quelle date on faisait telle chose. Et je demandais à Camélia, et puis je comprenais rien, en fait. J'étais obligée de regarder vraiment dans mon calendrier, presque zoomer sur la date, zoomer sur ce que j'avais écrit, mais en fait, quand je lisais ce que j'avais écrit, ça faisait pas sens. Je comprenais rien. Et donc à ce moment-là, les filles ont eu la brillante idée de sortir le téléphone pour filmer en fait la crise. Et effectivement, c'était pas compliqué comme conversation là. Même quand on parle, tu vois, on ressent que pour toi c'était un moment hyper compliqué, alors qu'en vrai c'était est-ce qu'à telle date on fait ça? Et ça s'arrêtait là, tu vois. Et vraiment pour toi ça a pris une ampleur énorme où tu comprenais plus rien et où tu t'énervais aussi un peu. Mais non, mais si je comprends, mais c'est ça. Et en fait tu revenais tout le temps sur la même question. Et donc du coup nous on a filmé. Et même tu vois, à aucun moment t'as vu qu'on était en train de filmer parce que bah t'étais en crise. Et finalement, c'était aussi ça qui était hyper badant dans ces crises, c'est que t'étais là, tu parlais Mmh, avec, tu vois, c'est pas comme si tu perdais connaissance. mmh, T'étais là, tu parlais avec nous, et c'est vraiment parce qu'on te connaît hyper bien qu'on voyait que ça merdait, quoi. Bien que je pense que dans certains cas, d'autres personnes auraient pu le voir tellement c'était flagrant, mais en fait, voilà, là, ça a duré peut-être trois quarts d'heure où elle essayait de comprendre ce qui était en train de se passer par rapport au calendrier. Et donc, pour le coup, là, vu que nous, on voulait envoyer la vidéo à la neurologue pour avoir des données, en fait, on a continué à lui parler, à répondre à ses questions et à la relancer pour qu'on voit à quel point elle était perdue. Mais ça, je pense que ça a été éprouvant pour toi parce que c'était trop dur pour toi de te rendre compte que tu comprenais pas sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et donc ça a fini en pleurs, en énervement, enfin c'était hyper compliqué. Mais c'est finalement cette vidéo qui nous a permis d'avoir des données à envoyer à la neurologue. Et mmh, donc dès qu'on lui a envoyé ça, elle nous a fixé un rendez-vous, on est allés toutes les deux pour qu'elle pose un diagnostic en fait. mmh. Et pour revenir sur la vidéo, enfin, à ce moment-là, je savais qu'il y avait des moments où j'étais absente, où je comprenais pas et tout. Mais je me souviens qu'il y avait aussi cet énervement de dire, ah ben ça y est, elles savent que il y a des moments que je comprends pas, donc à chaque fois que je comprends pas, ça va être toujours la même histoire. Oui, tu comprends pas parce que t'as des crises. Et donc il y avait aussi cette frustration-là à ce moment-là, même si c'était une réelle crise, hein, mais moi, j'avais pas conscience que c'était une crise. Et j'étais en mode non mais super, bon, maintenant ça va toujours, c'est moi qui ai un problème quoi. Mmh. Oui, c'est ça, bah, parce que t'étais dans le déni et que c'est Mmh. hyper Mais compliqué c'est pour fou toi hein. à accepter. Et j'allais même revenir à la violence que c'est pour toi les crises, parce que même ces vidéos, elles sont hyper violentes pour toi à regarder. Ouais, Genre, je pense j'ai. que t'as dû regarder un petit bout une fois et tu t'es arrêté parce que Mmh. tu te reconnais pas en fait. Ouais, c'était. Et pour mon point de vue, je me souviens à quel point c'était violent pour moi de te voir dans cet état, Mmh. parce que c'était plus toi en fait, Ouais, mais complètement. avec une part de toi, mais tu vois, un peu un Ouais. truc hyper compliqué. Mais du coup, suite à ça, on a eu rendez-vous avec. Avec la neurologue, effectivement. Et donc là, elle nous a posé le diagnostic qui était du coup des crises non épileptiques psychogènes. Donc c'est des crises. Psychosomatique en gros. C'est Mm, en gros la conclusion, c'est il y a rien de somatique, donc il y a rien de physique, il y a aucune maladie, c'est psychologique. Et donc la solution à ça, c'est d'aller faire des thérapies et d'aller potentiellement dans un groupe spécialisé dans les CNEP, donc crise non épileptique psychogène. Sauf que nous, c'est une période où on allait partir à la Réunion. Et donc, du coup, elle pouvait pas intégrer ce groupe où il y avait beaucoup d'attentes en plus. mhm, Et du coup, la solution, c'était il faut aller faire une thérapie. Et c'est comme ça que tu as commencé à aller voir une psy. mm. Et je me souviens à la suite de ce diagnostic, on était posé dans la voiture et tu me disais bon et alors ça te fait quoi? Et il y avait vraiment ce sentiment mix de se dire alors c'est trop bien parce qu'on a un diagnostic. Je me souviens Ouais, on soulagement. occupait beaucoup cet esprit de se dire c'est bien, c'est une bonne nouvelle, on a un Mm. diagnostic. Mais en même temps, pas le diagnostic idéal, dans le sens où c'était pas avec trois médocs ça ira mieux. C'est de la thérapie, c'est des choses entre guillemets qui sont pas palpables, qui sont aussi hyper difficiles, parce que là du coup on parlait presque d'une maladie mentale. Et du coup il y a vraiment ce truc de c'est hyper, enfin je trouve que c'est très compliqué d'assumer et d'être en phase avec ce diagnostic là
de se dire en fait c'est ma tête qui va pas, c'est dans ma tête que ça se passe et je trouve que le processus d'acceptation est beaucoup plus compliqué, enfin en tout cas moi il était très problématique dans ce cas-là, de me dire ok tout va bien dans mon corps mais c'est dans ma tête, hyper problématique de l'entendre et de l'accepter. Bah, parce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet clair. Mmh, Genre, t'as une fracture, donc tu fais ça et ça ira mieux. Là, mmh, c'était, je fais de la thérapie et puis on sait pas quand ça ira mieux, on sait pas pourquoi t'as ça, on sait pas d'où ça sort. Et je trouve aussi que ce qui était problématique, c'est quand t'as posé ce diagnostic et débrouille-toi avec ça en fait. oui c'est Genre, ça. ok, fais de la thérapie, mais il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de on verra comment ça évolue, il n'y a pas eu de diagnostic différentiel, il n'y a rien eu, il y a juste c'est des CNEP. Ton médecin traitant est parti aussi sur ce principe-là et pas aller chercher ailleurs. Donc maintenant, fais de la thérapie et puis advienne que pourra quoi. Et donc, je me C'est clair. souviens aussi avoir ressenti ce sentiment de on est laissé à l'abandon, il y a personne pour vraiment nous aiguiller parce que t'as fait de la thérapie, mais ça s'améliorait pas en fait, voire ça s'aggravait. Mmh, oui, oui, complètement. On est parti à la Réunion et finalement les crises. Donc t'as continué la thérapie à distance avec ta psy avec qui ça se passait très bien. Et finalement les crises ont fait que empirer. Et donc là on parle de 2021 à 2024 où il y a eu des crises énormes, des crises qui pouvaient durer 3 4 heures, où t'étais plus là, où parfois tu tombais dans les pommes à ces moments-là. Donc plus ça allait, plus ça s'aggravait en fait. Oui, oui, Donc c'est ça. c'était juste que de l'inquiétude permanente avec ce diagnostic-là de oui, on sait qu'elle fait des CNEP, mais il y a rien qui avance malgré qu'elle investisse la thérapie, quoi. Mmh. Et puis c'est venu aussi avec effectivement, nous on a fait des recherches, enfin Camélia avait imprimé tout un tas de d'informations sur les CNEP, notamment aussi pour pouvoir l'annoncer aux proches. Dire c'est voilà, voilà ce que j'ai. Et il y a un petit, un petit flyer pour vous expliquer ce que c'est. Je trouve que c'est beaucoup plus facile Mm. d'en parler. Mais du coup voilà, c'était quand même très très flou dans la prise en charge et le soin en fait que qu'on y apporte. Parce qu'en plus, les CNEP, c'est pas du tout quelque chose de connu, de commun. Donc même Ouais. pour rechercher de l'information, je me souviens que j'ai bien galéré. Il y avait une spécialiste en France, elle était à Nancy. Je l'ai contactée pour voir s'il y avait moyen de faire des thérapies à distance, des trucs, des machins. Enfin, c'était hyper compliqué, pas connu, pas reconnu. Donc c'est, en fait, tu te retrouves là dans le flou, quoi. Mmh. Oui, et du coup, comme tu disais, effectivement, les crises ne sont pas arrêtées avec la thérapie. Alors, c'était pas non plus encore tous les jours, mais il y en avait quand même beaucoup et des grosses crises. Il faut savoir que voilà, ces crises, c'est quand même, enfin, en tout cas, moi, je les ai vécues. C'est très, très, très angoissant. Et puis, il y a tout le contexte qui va avec, notamment à La Réunion, on était toujours avec un gros groupe de personnes. Donc, il y avait toujours cette peur du regard de l'autre aussi vis-à-vis des crises. Donc, beaucoup d'efforts à faire pendant les crises de faire semblant que tout va bien. Je me souviens qu'il y a eu certaines grosses crises où on avait presque un rituel de se dire ben là il y a eu la crise, après la crise on se retrouvait entre nous, on en parlait, vous me racontiez ce qui s'était passé, moi je vous racontais ben, le peu que j'avais à vous raconter sur ce qui se Mm. passait aussi. Et voilà, de se retrouver, ça faisait quand même du bien de se retrouver un petit peu dans ce petit cocon, de me dire ok la crise est passée, maintenant je peux recommencer à vivre quoi. Et il y avait cette honte qui était toujours présente, je pense, en lien avec le fait que c'était soi-disant une cause psychologique, et que je me souviens que tu voulais pas en parler aux autres qui étaient Mmh, moins proches, et que au bout d'un moment, ben, quand ils ont fait face à cette crise, c'est nous qui s'avons dit, ben là, je pense qu'on va être obligé d'aller leur en mmh. parler pour expliquer. Et je me souviens que toi, t'étais resté en retrait, et que c'est nous qui étions allés expliquer, en leur disant de pas trop t'en parler non plus. Enfin, il y avait quand même un truc un peu tabou pour toi parce que c'est quelque chose dont t'avais honte, que t'assumais pas parce que tu comprenais pas en fait. Ouais, Il n'y a pas ouais, et puis d'explication claire. tu sais, je savais que les gens, ils allaient me regarder, ils allaient voir quelqu'un de malade mental, quoi, tu vois. Et ça, ça non. Ça, j'arrive, enfin, je pouvais pas l'admettre, quoi. C'était hyper difficile, quoi. En recherchant aussi sur les CNEP, sur s'il y avait d'autres témoignages, etc. J'avais quand même un peu des, alors je pourrais pas dire des doutes parce que à l'époque, mon diagnostic c'était les CNEP et j'essayais de travailler là-dessus pour accepter ce diagnostic-là. Mais c'est vrai que quand je lisais certains témoignages, j'arrivais pas toujours à me reconnaître dans ces témoignages-là, notamment des personnes qui disaient qu'en fait c'était suite à un événement hyper traumatique où ça venait un peu bouleverser tout ce qui se passe là-haut. Et en fait, les CNEP, c'était une réponse à cet événement-là. Et pour avoir fait aussi, du coup, la thérapie avec la psychologue, donc on en parlait quand même beaucoup de ce qui a pu se passer dans ma vie. Et en fait, j'arrivais pas à toucher du doigt qu'est-ce qui aurait pu causer ce bouleversement qui a déclenché des crises. Donc il y avait aussi cette frustration de jamais en fait toucher du doigt qu'est-ce qui avait pu causer tout ça. Et donc de pas pouvoir le travailler aussi.
Et pour moi, le travailler, ça voulait dire sortir de cet état de crise, en fait. Et effectivement, tu parles du diagnostic où tu avais des doutes, mais je pense que paradoxalement, il y avait aussi quand on lisait les symptômes, il y avait énormément de choses qui Mmh. collaient au diagnostic, et je pense aussi que c'est pour ça qu'on l'a accepté, entre guillemets, ce diagnostic, déjà parce que ça soulageait d'avoir un mot, et en plus parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui collaient. Mais il y avait des petites choses différentes, mais vu que chaque maladie est différente, on se disait, bon, bah, peut-être que c'est normal que ce soit un peu différent. Et du coup, ça a continué un peu comme ça, ces crises, sans avoir d'explication, etc. Et où ça s'empirait de plus en plus, jusqu'au moment où c'était presque quotidien. Et c'est arrivé plusieurs crises où on se retrouve à l'extérieur, par exemple dans un événement, une fête, et que tu fasses une crise et que du coup on se retrouve à aller voir la Croix-Rouge. Et donc nous on leur disait que tu faisais des CNEP, donc on leur donnait le diagnostic, mais ils ont leur protocole, et donc ils testaient ta glycémie. Et à chaque fois t'étais en hypoglycémie. Mmh. Et donc cette première fois, ça a commencé à nous mettre la puce à l'oreille, de se dire, ok, peut-être que les CNEP provoquent une hypoglycémie. Bon, alors, je vais faire une aparté sur les services de la Croix-Rouge à certains moments qui, moi, ont pu me révolter parce qu'ils écoutent pas ce que nous, on peut dire en tant qu'accompagnants. Comme je l'avais dit dans un précédent podcast, je trouve que le statut d'ami dans ce genre de cas, il est un peu mis de côté. Ce que je trouve révoltant parce que moi je vivais avec toi, je vivais tes CNEP avec toi, enfin tes CNEP, ce qu'on pensait être des CNEP à l'époque, je vivais tes crises avec toi, donc en fait pour moi j'avais une part centrale, surtout quand t'étais en crise pour pouvoir expliquer des choses. Et en fait cette fois-là, ils t'ont testé ta glycémie, t'étais en hypoglycémie, et puis ils t'ont pas resucré, enfin ils t'ont donné vite fait du sucre mais t'étais toujours en Mmh glycémie et mh. personne t'a retesté derrière. Suite à ça, il y a un intervenant sauveur qui a débarqué en disant laissez-la moi 2 minutes, je vais gérer. En plus, Lucie, dans ces moments-là, je sentais dans son regard qu'elle était rassurée que je sois là, qu'elle se collait à moi, qu'elle me Mmh. regardait moi. Enfin, il y avait un truc, je pense, où il y avait cet ancrage, voilà. Et où le monde, c'était hyper oppressant pour elle. Et donc là, ce monsieur qui débarque, le sauveur, et qui dit laissez-la moi 2 minutes, je vais gérer. Et je dis non mais en fait là elle est vraiment pas bien. Mais si 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 laissez-la moi, donc il la prend, il la fait se lever, sauf qu'elle avait aucune force, elle est tombée comme une crêpe par terre. Donc moi déjà j'étais vénère, désolée, ça va être le petit moment coup de gueule du podcast, mais c'est pas passé. Et de là, il nous demande de rester seul avec elle dans une voiture pour discuter avec elle en nous disant vous inquiétez pas, moi j'ai travaillé avec des filles qui ont été victimes de viol, je sais pas quoi, et moi je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là. Non, il y avait vraiment le moment où j'avais l'impression, mais Ah comme oui, un enfant pardon. qu'on arrache à ses parents, Hmm. parce que il voulait pas qu'Amélia reste. Hmm. Et moi, enfin, je me souviens de à quel point c'était traumatisant pour moi. Je l'ai vraiment vécu comme si c'était la dernière fois de ma vie que Hmm. j'allais voir Camélia, parce que j'étais en crise, donc j'étais pas vraiment là. Mais Camélia, c'est un repère. Et donc là, j'avais l'impression qu'on m'enlevait le repère, mais C'est ça. c'était Et c'est ça qui horrible. m'a énervé de ouf, c'est que je me souviens que tu t'es accroché à moi en Mais ouais. pleurant et que c'est ça exactement. Tu t'es accroché à moi, non, je veux pas, je veux pas. Et je lui disais, bah oui, vous voyez bien qu'elle veut pas. Et il m'a dit, bon, ok, vous pouvez aller avec elle 2 minutes dans la voiture. Ben oui, en fait, je vois pas pourquoi monsieur, vous resteriez seul avec mon ami dans la voiture. Donc on se retrouve toutes les deux. Et du coup, c'est moi qui demande à notre autre copine Laurette d'aller chercher à manger pour la resucrer en fait, parce qu'on voit qu'elle est en hypoglycémie, faisons quelque chose peut-être avant d'essayer de sauver je ne sais quoi. Donc elle va leur demander à manger, ils étaient en train de se faire une gaufre pour eux, elle leur a demandé, elle l'a prise, et donc je fais manger Lucie. Au bout d'un moment, le sauveur revient et il me dit bon c'est bon, elle est calmée, je peux. Et donc là, elle allait un peu mieux, je voyais qu'elle allait un peu mieux. Je lui dis bon bah écoute, je vais te laisser avec parce que visiblement le monsieur a besoin de te parler. Donc moi, bien évidemment, pas du tout sereine, je restais bien collée à la voiture à regarder à l'intérieur parce que je me dis qu'est-ce qu'il veut lui tout seul avec elle en crise, je comprenais pas l'objectif. Et finalement, en sortant, elle-même, du coup, vu qu'elle allait mieux, elle se rendait bien compte du délire qu'il était en train de lui raconter. Et en fait, il sort de là avec des conclusions tirées par les cheveux en disant oui, mais elle est un peu stressée de quitter son travail, je sais pas quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte Il l'autre faut elle. un bon bain, une bonne tisane ce soir, et puis surtout, Ah oui, ça c'est magnifique. Surtout, ne parlez pas de ce qui s'est passé. Ne surtout pas parler de ce qui s'est passé. Et moi, je me disais, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me raconte le monsieur? Surtout, tout mettre sur le tapis, c'est le plus plus simple, jamais quoi. en reparler, quoi. Non mais n'importe quoi. Et donc en vrai pour moi des services de la Croix-Rouge parfois qui empirent la situation parce que comme tu dis tu l'as vécu de manière hyper traumatique. Déjà Complètement. tu t'es rétamé par terre parce que monsieur a décidé que c'était le moment de se lever et que personne te tenait. Donc voilà, ces événements moi ça m'a un peu révoltée. Mais voilà, première fois où on nous parle d'hypoglycémie.
Donc on le garde un peu en tête. Et en fait, c'est arrivé à plusieurs reprises à la suite que on appelle le SAMU parce que la crise était trop grande, trop forte, et qu'à chaque fois t'étais en hypoglycémie. Mhm. Et du coup, on a commencé à faire le lien de première question, est-ce que les crises induisent une hypoglycémie? Une fois, t'as fait une hypoglycémie sur la journée, après une soirée. Donc on devait aller de Toulouse à Lyon ce soir-là, de nuit, et en fait on prend la voiture. Et là, c'était pas une crise comme habituellement, parce que t'étais très consciente, donc on l'a même pas associée. Et en fait, elle a vomi toute la journée, elle avait les jambes faibles, etc. Et donc on rentre dans la voiture, je l'installe en mode un peu couché et tout, pour prendre la route, on se dit on va tenter. Et en fait sur la route, tout ton côté droit a commencé à paralyser, donc d'abord les jambes, ensuite le haut du corps. Donc moi, direct, je m'arrête, on est sorti à Béziers à ce moment-là pour aller à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, je vois ton côté droit du visage qui commence à paralyser. Alors moi, je vous explique pas l'état dans lequel j'étais, je me suis dit, oh là là là. Bon, j'essayais de garder mon calme devant elle, mais non, tout va bien. Allez, allez, viens. Prends le fauteuil Tout va bien, roulant et t'inquiète. on y va. Et bref, au final, elle s'est resucrée, elle a mangé, on a pu repartir, ça allait mieux. Direct, la paralysie, dès que t'as mangé, c'était fini. Et en fait, tous ces événements-là, tu les as relatés à ton médecin, mais elle a fait aucun lien avec les crises que tu vivais habituellement. Ouais. Et du coup, suite à ça, on est parti à la Réunion, les crises se sont empirées, des évanouissements, des vomissements et des idées suicidaires pendant tes crises, où tu pleurais, et je pense que c'était l'accumulation de, en fait, j'en peux plus de ces crises-là, tu vois. Oui, et là, effectivement, là, on n'était plus sur c'est ponctuel, on était sur c'est une fois par jour Mm. ou une fois tous les 2 jours. Là, ça faisait vraiment partie de notre quotidien, quoi. Et en ayant quand même gardé en tête cette histoire d'hypoglycémie, notre réflexe, c'était devenu quand même, enfin moi je me souviens que je te faisais manger à chaque fois que t'étais en Mhm. crise, et qu'à chaque fois ça allait mieux, mais on n'avait pas exactement fait de lien, enfin on avait fait un lien qu'il fallait manger, mais c'est tout quoi. Mhm. Et effectivement, là, les idées suicidaires et les pleurs, enfin, c'était une période atroce. Mhm. Et du coup, t'avais repris rendez-vous avec ton médecin Oui, traitant en non, voilà. visio. Mais j'avais pris rendez-vous en détresse, quoi. Là, c'était plus il y a peut-être quelque chose qui me tétille. Non, non, là, c'était de la détresse en me disant, ben là, ça ne va plus du tout. Et donc, au cours du rendez-vous avec le médecin, donc je lui explique, je lui raconte les différentes crises, les différents états dans lesquels ça me met, que ça s'aggrave, que c'est presque tous les jours, enfin voilà, vraiment en détresse, en me disant, enfin voilà, là il me faut des réponses, là ça suffit plus, le diagnostic des CNEP, vraiment il se passe quelque chose. Et donc, je suis repartie de ce rendez-vous avec une ordonnance pour des antidépresseurs. Et effectivement, je pense que toi comme moi, on sentait que c'était pas la solution. Et Mm, d'ailleurs, toi, tu voulais pas les prendre parce que non. tu sentais que c'était pas Mm. la réponse qu'il te fallait en fait. Sachant qu'encore une fois, les antidépresseurs, c'est pas un Doliprane, quoi. Ça a des conséquences quand même hyper fortes sur l'état de santé. Donc c'est pas quelque chose qu'on décide de prendre et puis après, bon non, finalement je le prends plus. Donc il y avait aussi toutes ces questions-là où je me disais, est-ce que je rentre dans ce traitement, quoi. Et du coup, suite à ça, les crises ont continué. On est rentré en France. Et là, ça a été l'été de la De, décadence, de la de la souffrance. déchéance totale. Ah ouais. Où en fait ça allait de mal en pis, de crise en crise, et où là il y a eu des énormes crises, des moments où elle partait avec ses collègues par exemple sur un after work, et en fait moi j'étais en hyper vigilance tout le temps, c'est-à-dire que si elle me répondait pas à un message, ou si je sentais des messages un peu chelous, je commençais à m'inquiéter, et si elle répondait plus, là c'était la panique. Mhm. Donc je me souviens un soir où je sens des messages un peu bizarres, où je me retrouve à te géolocaliser par ton ordinateur, à appeler le bar, où on me dit oui effectivement il y a une fille qui est pas très bien, je dis ok c'est elle, je file au bar et en fait Lucie prostrée et ses collègues qui avaient appelé le SAMU et moi qui Ouais. leur explique etc. Et en fait quand j'arrive je vois dans le regard de Lucie que la seule personne qu'elle reconnaît c'est moi pour le coup avec des yeux, je me suis jamais sentie autant aimée que pendant ces crises. Et où vraiment il y avait cette confiance de se dire ok il y a Camélia c'est bon je peux me détendre, enfin en tout cas c'est ce que je percevais moi de Bien sûr. l'extérieur, et où à nouveau le SAMU a testé, il y avait de l'hypoglycémie. En fait, toutes ces crises étaient hyper inquiétantes, hein. C'était horrible, et puis moi je voulais plus te laisser sortir toute seule parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois que tu sortais c'était une crise. Heureusement que je travaillais pas cet été-là parce que je me suis retrouvée à plusieurs reprises à venir te chercher à droite à gauche parce que tu répondais plus. Et donc, en parallèle de toutes ces crises cet été, j'avais repris rendez-vous avec mon médecin traitant pour lui réexpliquer les crises, que c'était très fréquent, de lui dire, ben en fait, là, il y a de nouveaux symptômes. Et en fait, j'étais toujours en thérapie avec ma psychologue et c'est ma psychologue qui m'a dit, là, je trouve que c'est inquiétant, il faut que vous alliez voir votre médecin. Et donc, il y avait aussi ce truc de, ok, on refait, même si j'avais l'impression que ça servait à rien, parce que dans tous les cas, j'avais ma réponse, j'avais des CNEP, quoi.
Du coup, pendant ce rendez-vous-là, avec mon médecin traitant, j'ai ressenti de la culpabilité parce que je lui ai dit, en fait, les crises s'empirent, il y a de nouveaux symptômes. Donc, je lui ai décrit tous les symptômes. Elle m'a dit, oui, mais en même temps, vous avez pas pris les antidépresseurs. Elle a dit, oui, mais en même temps, j'ai l'impression que je vous propose de l'aide, je vous Ah ai ouais, proposé des antidépresseurs, mais vous refusez l'aide qu'on vous propose, ouais, donc qu'est-ce que vous voulez pire. faire? Ouais, c'est En ça. fait, pour moi, ça, c'est de la culpabilisation pure. Ouais. En gros, ma solution, c'est les antidépresseurs, vous voulez pas les prendre, donc en fait, je peux pas vous aider parce que vous voulez pas vous aider vous-même. Ouais, C'était ça le non, c'était discours. complètement ça. Et du coup, quand tu ressors d'un rendez-vous comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? T'étais venu voir ton médecin parce que au niveau de ta santé, ça ne va pas, et en fait, elle te fait culpabiliser de fou parce que t'as pas fait ce qu'elle t'avait conseillé de faire. Que toi, tu sens que c'est pas le bon truc. Et encore une fois, je précise, elle a jamais fait de diagnostic différentiel après les CNEP. Elle est Mm. partie du principe que c'était ça. Et à cette période-là, elle t'avait fait des analyses de sang et t'avais trop de sucre dans le sang. Mhm. Et du coup, elle t'avait prescrit un dextro, c'est un truc pour tester la glycémie, en disant, bah, c'est pas normal d'avoir autant de sucre, je pense qu'il faut réduire le coca. Et maintenant, ça me fait bien rire parce que bah, s'il n'y avait pas eu le coca, je pense que tu serais plus là aujourd'hui, en fait. C'est sûr. Non, mais voilà, à un moment donné, parce que pour vous expliquer, l'hypoglycémie, ça commence à partir de 0,60. Lucie, elle, Milligrammes. milligrammes. Lucie, elle est déjà descendue à 0,20. Ce qui est hyper bas et ce qui est proche du coma, en fait. Et donc, en fait, si elle avait été seule à ce moment-là, enfin, il y a plein de si qui fait que ça aurait pu être très très grave. Et du coup, c'est avec ce dextro, donc pour tester la glycémie, que nous-mêmes, à chaque crise que Lucie faisait, on s'est mis à tester sa glycémie et ça ne ratait jamais. À chaque fois que t'étais en crise, t'étais en hypoglycémie. Et donc, on a commencé à tenir un carnet Hyper détaillé. hyper détaillé. Notamment, c'était l'idée de ma mère à la base de dire marquer tout. Et c'est comme ça que t'es allé voir un nouveau médecin avec ce carnet détaillé. Mm. Et la première réponse qu'il t'a fait, c'est non, mais pour moi, c'est pas du tout des CNEP, ça. Pour moi, il y a un lien avec la glycémie, il faut faire des analyses. Mm. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, dans ce carnet, on notait vraiment tout, on notait les heures, parce que là, on n'était plus une tous les jours, on était presque à plusieurs par jour. Et du coup, effectivement, il y avait noté ce que je mangeais, ma glycémie, les symptômes, qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce qui s'était passé. Effectivement, du coup, quand il a jeté un œil à ce carnet, au taux de glycémie, il a dit, non, mais c'est pas du tout un truc psychologique, il y a clairement un rapport avec la glycémie. Grâce à ce rendez-vous chez le médecin, j'ai pu faire tous les tests d'hospitalisation, etc. Et là, du coup, on a eu, pour le coup, un diagnostic qui nous paraît tout à fait cohérent. Et du coup, c'est pas du tout des CNEP, c'est une tumeur endocrinienne qui est située dans le pancréas qui s'appelle un insulinome. Et en fait, ça sécrète beaucoup trop d'insuline, ce qui fait qu'en fait, mon taux de sucre est toujours très bas. Et donc, en fait, ça vient expliquer toutes les crises que j'ai pu avoir. Ça vient expliquer pourquoi dès le début, dès 2017, le coca me faisait du bien. Mm. Enfin voilà, là ça a été vraiment... Tout s'est éclairé, et puis plus qu'on y croit, c'est qu'il y a eu des vrais examens de fait. Ils ont trouvé un traitement qui permet de stabiliser, et donc maintenant tu fais plus de crise, alors c'est un traitement assez lourd, où t'as une injection par mois, plein de médicaments par jour, mais ça permet en tout cas pour l'instant de plus avoir de crise, en espérant que plus tard ils trouvent une solution plus pérenne. Mais il y a des vraies réponses, mais en fait, l'intérêt principal de ce podcast, c'est déjà le coup de gueule de dire, en fait, pendant 7 ans, il y a eu un mauvais diagnostic, et il n'y a pas eu de diagnostic différentiel de fait, et par-dessus le marché, il y a eu de la culpabilisation quand tu as pu venir remettre en question le diagnostic, ou en tout cas venir demander d'autres réponses. Je trouve ça affligeant d'en arriver là, qu'on place le corps médical au-dessus comme le tout sachant, quand on se rend compte qu'en réalité, c'est des humains, ils font des erreurs, il n'y a pas de problème, mais je pense que ça devrait être intégré par tous, et se dire en fait qu'il y a la vie de quelqu'un derrière en jeu. Je peux pas juste poser un diagnostic en disant c'est ça et maintenant débrouille-toi. Ben non, pour moi, il faut qu'il y ait un vrai suivi. Pour moi, il faut entendre aussi ce que le patient dit. Et quand tu dis, moi, je sens que c'est pas ça et j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on te dise pas, bah, tu veux pas l'aide qu'on te propose. Bah non, je veux pas l'aide qu'on me propose parce que je sens que c'est pas la bonne aide, en fait. Et je pense que si on s'était pas battu, si on n'avait pas décidé de tenir ce carnet, si on n'avait pas décidé d'aller ah, plus loin, complètement. je sais même pas où on en serait aujourd'hui, tu vois. Mm. Et je trouve que 7 ans, ça a été hyper dur, autant pour toi que pour ton entourage, principalement pour toi quand même physiquement, je pense que ça t'a laissé des marques aussi, tu vois. Mm. C'est aussi pour dire que je pense que ça arrive beaucoup plus fréquemment. D'ailleurs, j'avais regardé les chiffres, je crois qu'il y a 47% des Français qui ont déjà vécu l'errance médicale, ce qui Mm. est énorme. Et il y avait aussi cette idée de pourquoi pas aller voir d'autres médecins, mais non. Parce que tu sais, tu te dis, j'ai pas envie de contredire ce que le médecin m'a dit, parce que c'est lui qui sait. Et c'est vrai que cette expérience, moi je me souviens un des premiers trucs,
quand je racontais à mes amis ce qui m'était arrivé, en fait, quelle est vraiment ma maladie, j'étais en mode, mais le premier truc que j'ai à vous dire, c'est si, si vous êtes face à un médecin, il vous pose un diagnostic, mais allez voir le médecin d'en face pour savoir ce qu'il dit Mm. et le médecin d'à côté pour voir ce qu'il dit. Bien sûr. Et c'est la base, en fait, de venir faire un diagnostic Mmh, différentiel. Et je pense que ça, on l'avait pas assez en tête. C'est ce qui a apporté préjudice, mais je trouve pas ça normal que ce soit pas fait d'office, en fait. bien Pour moi, sûr. on devrait, même le médecin devrait nous inciter à aller voir un autre médecin. Ouais, non, mais complètement. On sent un peu l'énervement quand je parle, mais parce que c'est vraiment un sujet et une période qui a été hyper douloureuse Ouais, ouais, pour toi, complètement. hyper douloureuse pour moi à vivre en Mmh. toute honnêteté. On en rigolait beaucoup, mais j'étais devenue ton aidante. Et puis c'est devenu même difficile pour toi parce que je t'obligeais à manger. Enfin, je me souviens, on s'est dit, mais tu vas presque développer des troubles du comportement alimentaire parce que Ouais. du coup la bouffe te dégoûtait, parce que j'avais l'impression de gaver une noix, faire manger un ornithorynque toute la journée. Enfin, je sais pas, tu vois. Et c'était pas vivable en fait. Ah non, non, c'est clair. Et comme tu dis, je pense que ça a été une vraie preuve autant pour moi que pour toi, que pour nous. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous permettre de passer à la deuxième partie et de voir quel impact ça a pu avoir dans notre relation, quel impact notre relation a pu avoir sur toute cette période de maladie qui a été hyper lourde. Comme on le disait, du coup, notre amitié, elle a eu un vrai lien dans cette épreuve, parce que je pense que ça a été une période hyper compliquée pour toi, ça a été une période très compliquée pour moi, et même ça a changé les modalités de notre relation. Et moi, à certains moments, je me trouvais lourde en fait. À te dire mange, fais ça, t'es où, tu fais quoi. Enfin, vraiment, je me souviens être derrière toi en permanence à te dire de manger. Toi qui en pouvais plus, qui saturais de manger. Et moi, toutes les 2 minutes, dès que tu me répondais pas, j'étais hyper inquiète. Je paniquais, je te géolocalise, je veux savoir où t'es. Enfin, il y avait vraiment un truc où, du coup, même moi, ma vie, entre guillemets, elle tournait autour de toi. Et toi, ça devait être hyper lourd pour toi de m'avoir derrière tes fesses toute la journée, en fait. Je sais pas si c'était lourd pour moi en vrai. Moi, j'avais quelqu'un qui m'aidait au quotidien, donc Parce que les seules fois où tu te retrouvais toute seule, ben, ça, c'était hyper angoissant pour c'est... nous deux. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, C'était ouais, hyper bien sûr. angoissant pour nous deux. Toi, tu tombais en crise et il y a des fois où, franchement, on l'a échappé belle, je pense, tu vois. Ouais, il y a plein de fois où effectivement, quand je rentrais du travail, que je je regardais pas avant de traverser, enfin plein de fois où je pense qu'on est passé près d'un drame. Mais effectivement, à cette époque-là, je ne pouvais pas vivre toute seule. J'avais Mhm. constamment besoin de toi, mais qui vérifiait que je mangeais, qui vérifiait que ça allait, qui vérifiait où j'étais. Enfin voilà, j'avais vraiment besoin de toi. Mais là où je voulais rebondir, c'est que je pense que la force de notre amitié, c'est aussi qu'on a pu... Enfin, comme je te connais extrêmement bien, je pouvais détecter les signes très rapidement aussi. Et je pense que le lien qu'on a permis aussi une confiance, et notamment quand tu étais en crise, comme je disais tout à l'heure, je pense que la seule personne qui te rassurait, c'était moi. Et je dis pas ça de manière... Enfin, je dis ça avec toute l'humilité du monde, mais je pense que c'est parce qu'on vit ensemble, parce que tu me connais et tu sais que je vais être bienveillante envers toi, surtout dans un moment de vulnérabilité. Vraiment, la seule personne à qui tu t'ouvrais et à qui tu faisais confiance à ce moment-là, c'était moi, même si t'étais plus connecté en fait. Et je revois une scène avec quelqu'un qui intervenait, qui te disait de boire du Fanta, et tu buvais pas. Et moi, tu me regardais, je te disais bois, tu buvais. Et je pense, non mais je pense qu'il y avait vraiment cette confiance, et la force de notre amitié, elle a pu transparaître dans ces moments de crise et dans ces moments d'angoisse en fait. Mmh. Oui, et je pense aussi l'amitié a permis tout le reste parce que on annonce un diagnostic, mais il y avait aussi, ben voilà, accepter la maladie. Il y avait nos discussions aussi. Enfin, on en a toujours beaucoup parlé et je pense que la maladie, elle a été au cœur de nos vies pendant quelques mois, voire quelques années. Ça a pris énormément de place, mais il y avait aussi toute cette discussion qui m'a, en tout cas moi, beaucoup aidé. Et je pense que notre amitié, elle m'a aidé tout du long. Enfin, je veux dire, pendant l'époque de l'errance, pendant l'époque des crises, pendant l'époque du diagnostic réel, pendant l'époque d'après avec le traitement, comment ça marche, etc. Enfin, sur tous les pans de ce qui a pu se dérouler lors de ma maladie, je pense que l'amitié, elle a joué un rôle hyper important. Et j'irai même plus, je pense que grâce à notre amitié, et ça je te l'ai déjà dit, mais je pense que grâce à toi et grâce à notre amitié, je suis toujours en vie aujourd'hui. Et ça, franchement, je l'ai en tête parce que je me dis, sur, enfin, si j'avais été seule ou mal accompagnée dans toute cette période-là, ça aurait pu très mal se finir. Mm.
Et enfin, je fais le lien avec l'amitié ou les relations. Je pense que c'est important d'être bien entouré dans ces moments-là. Mmh. Parce que je pense même sur la période où tu étais dans le déni, où tu voulais pas, si on t'avait pas poussé pour aller voir un médecin, même moi, ma mère qui était en mode, en fait, là, c'est plus possible. Et moi Ouais. qui te dis, va voir un médecin, il y a pas, on lâche pas. Et qui prend rendez-vous à droite à gauche, etc. Je dis toi, mais non, beaucoup de personnes, je pense, on a tendance à se laisser aller tout seul et avoir quelqu'un qui te porte. Je pense que ça peut aider. Et c'est en ça que là, on parle de l'amitié, mais je pense que d'avoir quelqu'un, en fait, que ce soit amour, famille, amitié, quelqu'un en qui tu places une confiance à 100%, je pense effectivement que ça aide à surmonter ces étapes et voire à te sortir aussi et à te pousser à faire des choses que tu aurais peut-être laissé plus traîner quand t'es seul, quoi. Mmh. Ah oui, complètement. Et je voulais juste rebondir aussi sur à quel point, et là c'est une petite parenthèse pour les aidants, parce que pour le coup j'ai pu avoir ce rôle pendant quelques mois, et je pense que Mais tu l'as toujours, je pense qu'il y a toujours une part de toi qui est aidante, hein. Enfin, je le vois là aujourd'hui, sur mes traitements, sur le fait que je mange. Tu as toujours un œil quand même, tu es toujours oui, vigilante là-dessus et je pense que ça rentre aussi dans le rôle de l'aidant. oui, 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 on est d'accord, mais quand même moins, enfin en tout cas je le ressens moins, je me sens beaucoup plus apaisée aujourd'hui par rapport à ça. Pendant les mois où c'était hyper compliqué, je sentais que c'était mon rôle. Enfin, tu vois, je Mmh. sentais que toute ma vie tournait autour de ça et qu'il y avait un vrai poids. Et que c'était pas toi le poids, hein, mais... C'est ça. non, mais il y avait un poids pour toi comme pour moi. En vrai, c'était un Non, poids mais cette je sais. maladie. Et je pense que on ne donne pas assez de crédit aux aidants. Je pense qu'il y a il me semble qu'il y a des associations maintenant justement pour soutenir les aidants, parce que je pense que c'est un peu les personnes de l'ombre. Et moi, ça a été sur quelques mois où vraiment. Mais tu vois, je me suis dit si je travaillais, heureusement que j'avais le chômage à ce moment-là, parce que si je travaillais, je sais pas comment ça aurait été possible. Et tu vois Mmh. qu'il y a une rémunération pour les aidants, je trouverais ça hyper légitime, tu vois, parce que Mmh. en fait. Ça te prend toute ta vie et moi je me souviens que ces mois-là, je pensais tout le temps à ça. Et je pense que ça a été hyper compliqué à vivre et je m'en suis d'autant plus rendu compte une fois que le diagnostic a été posé et que tout ça... Parce que dans le feu de l'action, tu agis Mmh. et dans l'après-coup, tu te rends compte. Et pour le coup, on en a déjà parlé, j'ai fait beaucoup, beaucoup de cauchemars après ça, où t'étais en crise, où il fallait que je gère, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point ça a été dur pour moi à vivre, parce qu'encore une fois, sur le moment, tu t'en rends pas compte, mais en fait, juste de te voir dans cet état-là et d'avoir peur pour toi, d'avoir peur pour ta vie, de Mmh. voir que ça avance pas, de voir à quel point c'était un poids aussi psychologiquement pour toi, de pas savoir ce que t'avais. En vrai, c'était hyper lourd. Et comme Complètement, on ouais. disait, on est tellement proches que j'avais l'impression de le vivre Ouais, en bien même temps que sûr. toi, tu vois. Ouais. Et effectivement, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait impacté et à quel point le moindre signe, même là, actuellement, il y a des fois où je vois un regard où je suis là, oh, oh. Tu sais, genre direct, je regarde Ouais, et je ça te m'inquiète, et enfin, tu vois. ouais, bien sûr. Donc ça laisse quand même des marques, autant pour toi que pour les personnes qui t'entourent, je pense. Et je pense que ce qui est dommage là-dedans, c'est de ne pas avoir été correctement entouré par le corps médical, Mmh. et même que les aidants, et je parle pas de moi parce que pour moi c'est passé, ça a été une courte période, mais je pense qu'il y a des gens qui vivent ça quotidiennement pendant des années. Je pense qu'on ne leur donne pas assez de légitimité et que c'est important de les mettre aussi en lumière et de dire à quel point ça a un impact sur eux aussi, quoi. Mmh. En tout cas, pour conclure un petit peu ce podcast, je dirais que pour moi, l'élément essentiel et primordial, ce serait toujours faire un diagnostic différentiel Mmh. et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que disent les médecins. Que les médecins, c'est des humains qui peuvent se tromper et de toujours, toujours aller revérifier. En tout cas, s'il y a une leçon qu'on a apprise avec cette maladie, c'est ça. Que l'errance diagnostique, c'est hyper difficile. D'être entouré, je pense que ça aide. Et si les personnes ont la chance d'être entourées, c'est un vrai soutien, je pense. Mais je dis ça pour toi comme pour moi, tu vois, genre, parce Mmh. que mutuellement, on s'est soutenus aussi là-dedans. C'était un épisode un petit peu particulier, en espérant que ça vous ait plu quand même ce format où c'est un petit peu un retour d'expérience, mais ça nous tenait à cœur parce que ça a été 7 ans quand même de notre vie et qui ont plus ou moins tourné autour de ça et qui ont un impact sur nous, sur notre amitié, où on a d'autant plus pu prendre la valeur de notre amitié. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ça nous a d'autant plus soudés, Ouais, complètement. en espérant que ça vous ait plu et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!